proposons d'écouter l'écrivain et universitaire japonais Akira Mizubayashi, auteur de Reine de cœur, son nouveau livre paru aux éditions Gallimard, enregistré à la librairie Ombre Blanche, mardi 17 mai 2022. Akira Mizubayashi vit à Tokyo et écrit directement en français, langue qu'il a enseignée au Japon de 1983 à 2017. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents et présentes ce soir à la librairie, à la rencontre de Akira Mizubayashi, qui nous fait le grand honneur de venir nous présenter son nouveau roman, qui s'intitule Reine de cœur et qui est paru en début d'année aux éditions Gallimard, comme tous ses précédents livres. Akira Mizubayashi, bonsoir à vous et merci. Bonsoir. Nous sommes vraiment, encore une fois, la librairie et tous les libraires sont ravis de votre présence. On aime particulièrement votre travail littéraire et ce dernier roman autant que les autres. Donc je vais vous dire quelques mots de présentation avant de vous laisser la parole. Vous êtes donc écrivain, romancier, japonais, franco-japonais, ou en tout cas d'expression française. Avant de vous mettre à l'écriture... Je ne suis pas franco-japonais, je suis japonais. Japonais, mais d'expression française, c'est pour ça que je me suis rattrapé. Et avant votre carrière d'écrivain, vous avez enseigné la langue et la littérature française au Japon, après des études en France, à Montpellier notamment, et puis à l'École normale supérieure. Donc ce Reine de cœur, ce nouveau roman est votre 7e livre, après Une langue venue d'ailleurs en 2011, puis Mélodie, chronique d'une passion, en 2013 je crois. Tous deux sont parus dans la très belle collection qui malheureusement n'existe plus, l'un et l'autre, la collection de Jean-Bertrand Pontalis chez Gallimard. On suivit en 2014 Un petit éloge de l'errance, Un amour de Milan en 2017, Dans les eaux profondes chez Arléa en 2018, vous avez changé d'éditeur pour ce livre, et enfin Âme brisée en 2019, qui a reçu le prix des libraires et un succès public considérable. Pour en venir à ce Reine de cœur, donc, qui s'inscrit dans la lignée d'Âme brisée, par peut-être sa composition, ses motifs, son rapport à la musique. On aura l'occasion de parler de tout ça. Le récit est composé donc de 5 mouvements spatiaux et temporels entre le Japon et la France, entre 1938 et 2007 à peu près, ou la fin des années 2000. Et donc c'est on retrouve un quintet de personnages principaux: Jun Mizukami, Anna Melchioni, Ayako Amane, Mari Mizune et Otohiko, des personnages qu'on retrouve d'une période à l'autre. Il y a une histoire de filiation, on y reviendra. Donc vous mettez en scène dans ce roman la folie belliciste du Japon impérial et les atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale par tous les belligérants sur terre et par les airs. Le livre s'ouvre par un premier mouvement qui est particulièrement éprouvant à lire, particulièrement dur, avec des scènes atroces. Oui, ça, on aura l'occasion d'y revenir aussi. Et la présence justement de la musique dans le récit et dans la vie des personnages apporte une forme de contrepoint de lumière, en tout cas de beauté, et compose une forme d'hommage à tous ceux qui sont morts et peut-être de refuge à ceux qui sont vivants. Donc on essaiera justement d'aborder toute la richesse de tous ces thèmes, de dérouler toutes les notes du roman sans dévoiler peut-être toute l'intrigue, pour laisser le plaisir à ceux qui n'ont pas lu le livre de découvrir au fur et à mesure les événements et puis les liens qui unissent les différents personnages. Et voilà, donc tout de suite, je vous pose une première question pour vous laisser la parole, parce qu'on est là pour vous entendre. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la genèse de ce roman et peut-être son lien avec le précédent, Âme brisée? Est-ce que ces deux livres, est-ce qu'on peut les considérer comme une sorte de diptyque, étant donné qu'ils partagent, encore une fois, un certain nombre de points communs, notamment avec la musique, la présence de la musique? Oui, bon, merci beaucoup pour cette présentation. Bonsoir. Alors,
comment j'ai été amené à écrire Reine de cœur? Quelle est la genèse? Alors, il faut que je commence par Âme brisée. J'ai publié Âme brisée en août 2019 et je l'ai accompagné pendant 4 mois à peu près. Et c'est à la fin du mois de novembre 2019 que je suis rentré à Tokyo. Et évidemment, je commençais à chercher une idée pour le livre suivant. Il s'est passé quelque chose de très important pour susciter la naissance de ce livre. D'abord, c'est la découverte tout à fait inattendue de la 8e symphonie de Shostakovich. Je suis abonné à ce qu'on appelle Digital Concert Hall de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Je suis abonné donc avec... ça coûte à peu près 140 € par an et on a droit à tous les concerts en direct et en plus on a droit à toutes les archives de ce concert, de cet orchestre. Et ça faisait longtemps que je voulais connaître ce musicien et donc j'ai cherché dans les archives et on trouve un certain nombre de symphonies de Shostakovich et j'ai écouté la 8e. J'ai commencé par la 8e. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai choisi. C'est peut-être lié à ce chef d'orchestre dont j'ai écrit le double en quelque sorte dans mon roman. C'est un chef d'orchestre letton qui s'appelle Andris Nelsons. Dans mon roman, il s'appelle Lensons, mais en réalité, il s'appelle Andris Nelsons. Alors, j'ai écouté donc la 8e symphonie de Shostakovich sous la direction de ce jeune chef d'orchestre quand il a fait ses débuts à Berlin. Et j'ai été extrêmement frappé par cette musique. C'est une musique difficile. D'abord, ce n'est pas une musique classique, mais difficile parce qu'elle est extrêmement violente. Et elle m'a semblé dire la guerre. Et je me suis documenté un petit peu et j'ai appris tout de suite que cette symphonie avait été écrite en 1943, en pleine guerre, et ça a été écrit en 2 mois seulement, alors que cette symphonie dure plus de 70 minutes. C'est une symphonie gigantesque et elle a été écrite en 2 mois dans une espèce de fureur incroyable. Et donc, il y a une espèce de fascination à l'origine exercée par cette musique. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, presque en même temps, peut-être quelques semaines après, j'ai lu un roman de Murakami Haruki, que vous connaissez sans doute. Peut-être on prononce Haruki Murakami en français. Mais en japonais, il s'appelle Haruki, Murakami Haruki. Voilà. Alors j'ai lu plutôt volontairement Le meurtre du commandeur, en 2 volumes. Pourquoi ? Parce que c'est le titre qui m'a fait signe. Le meurtre du commandeur, c'est Don Giovanni de Mozart. Et comme j'ai une admiration sans borne pour les 3 opéras de Mozart qu'il a composés avec Da Ponte, et en particulier Don Giovanni, c'est un opéra, c'est l'opéra des opéras, comme on dit. Et donc j'ai voulu absolument connaître ce qui est raconté par Murakami dans ce roman. Je l'ai lu, j'ai été fasciné. C'est vraiment... je ne pouvais pas abandonner la lecture comme ça. Donc pendant, je ne sais pas, peut-être je l'ai lu en 3 jours. Et pendant la lecture, il y a un épisode qui m'a fait signe, qui m'a interpellé. Et c'est ce passage que je mets en exergue au
début de mon livre, c'est un passage dans lequel un jeune personnage, un jeune musicien, ou plutôt compositeur, qui a été envoyé en Chine, et il se trouve que c'est le frère du peintre qui a réalisé le tableau qui porte le titre du roman, c'est-à-dire Le meurtre du commandeur. C'est un tableau dans ce roman. Mais le père, le personnage de peintre, c'est un personnage important, mais le personnage du musicien, un jeune musicien qui a été envoyé en Chine, c'est un personnage tout à fait marginal. C'est un épisode tout à fait marginal. Peut-être, comment dire, on peut parfaitement le lire en l'ignorant, on peut passer à côté de cet épisode. Mais il m'a arrêté, cet épisode. Mais je vais vous dire pourquoi. Alors, c'est un épisode dans lequel on oblige ce jeune musicien à décapiter un Chinois. Et c'est un paragraphe, voilà, c'est un peu, ça ressemble un peu à ce que j'ai écrit, et il n'y arrive pas, parce qu'il y a quelque chose qui résiste en lui, qui résiste à cet acte barbare, intolérable, insupportable. Il ne peut pas faire ça, il y a quelque chose qui résiste en lui, donc il n'y arrive pas, et Murakami dit qu'après cet échec, il a vomi tout ce qu'il avait dans son estomac. Alors cet épisode m'a interpellé parce que ça m'a rappelé un très grand film japonais de Kobayashi Masaki qui s'intitule La condition de l'homme. Et dans ce film, qui est tiré d'ailleurs d'un roman de Gomikawa Junpei qui porte le même titre, il y a une scène semblable, une scène décrite dans le roman de Murakami. On la retrouve en quelque sorte, pas exactement, mais une scène tout à fait semblable. Donc quand j'ai lu le roman de Murakami, je me suis rappelé tout de suite le film de Kobayashi. Et le film de Kobayashi m'a rappelé le roman que j'avais lu, le roman de Gomikawa Junpei. Et donc c'est le deuxième élément, la symphonie de Shostakovich. Le deuxième élément, c'est le roman de Murakami. Et le troisième élément, c'est la condition de l'homme de Kobayashi Masaki. Le quatrième élément, c'est le souvenir de mon père. La condition de l'homme m'a rappelé le souvenir de mon père. Alors, dans le film qui s'appelle La condition de l'homme, il y a un personnage important, le personnage principal, il s'appelle Kaji, son nom de famille. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas faire la guerre, mais on l'oblige à faire la guerre. Et d'ailleurs, dans cette scène atroce dont je viens de parler, il est témoin de cette scène. Et il est totalement impuissant. Il ne peut rien faire devant la violence du militaire fanatique. Et comme il résiste, on l'oblige à devenir soldat, un soldat de 3e classe. Et comme c'est c'est un personnage farouchement contre la guerre, il ne veut pas faire la guerre, mais on l'oblige à faire la guerre, et il est maltraité dans l'armée. Il est brutalisé par des sous-officiers, il est maltraité, il reçoit des coups, et on le voit dans le film de Kobayashi, souffrir atrocement de la condition
de vie qui lui est imposée. Pourquoi je parle de mon père à propos de ce film? Il y a une version téléfilm de ce grand film. J'avais 10 ans peut-être. 10 ans, 11 ans. Je n'étais pas encore au collège, j'étais à l'école primaire. Et la version téléfilm de la condition de l'homme se donnait donc à la télévision une fois par semaine, sans doute. Et un jour, avec mon frère, nous regardions un épisode, mais en compagnie de notre père. Et à un moment donné, le personnage Kaji est brutalisé. Mais vraiment, c'est insoutenable comme scène. Et à ce moment-là, notre père nous a dit, regardez bien cette scène, moi j'étais un peu comme Kaji. Voilà. Donc, je vous ai parlé de 4 éléments. La 8e symphonie de Shostakovich, ensuite le roman de Murakami, ensuite le film de Kobayashi Masaki, et puis le souvenir de mon père qui est lié à la condition de l'homme. Et quand ces 4 éléments ont été réunis comme ça, de façon fortuite, je me suis rappelé une histoire vraie vécue par une franco-japonaise et une japonaise. Et c'est d'ailleurs ces 2 personnes que je remercie en tête. Et à la fin du livre, il y a une page consacrée à mes remerciements. Et en premier lieu, je remercie Daniel Laridan et Sumiko Kurata. C'est une histoire que je connaissais avant ces 4 éléments qui sont venus à ma rencontre tout à fait, de façon tout à fait inattendue. Alors, je raconte donc brièvement l'histoire de Daniel Laridan et de Kurata Sumiko Kurata. À la fin des années 30, il y a un violoncelliste, un jeune violoncelliste japonais, Monsieur Kurata, qui était à Paris pour étudier le violoncelle sous la direction du grand violoncelliste de l'époque qui s'appelle Maurice Maréchal. Il est tombé amoureux d'une Française. Mais comme mon personnage principal, il a fallu qu'il rentre à Tokyo à cause de la guerre. Et il s'est séparé de sa bien-aimée à Marseille. Il a pris, paraît-il, le dernier bateau qui le ramenait à Yokohama. Mais à ce moment-là, comme dans mon roman, elle était enceinte. Et donc de cette union franco-japonaise est né Daniel Laridan. Monsieur Kurata, il a été forcé, il a été obligé de rentrer à Tokyo, donc il est rentré à Tokyo. Et contrairement à Jun Mizukami, il n'est pas allé à la guerre. Il est mort assez rapidement à cause d'une maladie, je crois. Mais il avait épousé une japonaise, et de cette union est née une japonaise qui s'appelle Sumiko Kurata. Et donc j'avais rencontré Daniel Laridan et elle nous a raconté un peu cette histoire. Je ne me souviens pas très très bien des détails, mais en tout cas, ces 2 demi-sœurs ont mis plus de 50 ans pour se retrouver. Et elles se sont retrouvées. Alors, cette histoire, je la connaissais. Mais, comment dire, cette histoire n'était pas suffisante à elle seule pour susciter en moi le désir d'écrire un roman. Les 4 éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand ces 4 éléments ont été comme ça rassemblés dans mon esprit,
ces 4 éléments m'ont ramené à l'histoire de Daniel Laridan et ce Mikko Kurata que je connaissais. Et j'ai eu envie de raconter une histoire, de forger une histoire totalement différente de leur histoire, mais qui s'inspire un peu de leur histoire vraie. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai conçu cette histoire. Et je savais que ce serait une histoire qui tournerait autour des fantômes. Âme brisée, c'est un roman comment dire, je ne sais pas si vous l'avez lu. Âme brisée, c'est un roman dans lequel j'ai voulu faire revenir un fantôme. Et c'était, dès le départ, je savais que le père de Lei reviendrait à la fin du concert sous la forme d'un fantôme. Et quand j'ai commencé à écrire cette histoire, je savais que je parlerais de fantômes. Mais je ne voulais pas utiliser ce mot. À mon avis, ça n'apparaît pas, le mot fantôme, dans Reine de cœur. Mais les fantômes sont bien là. Au moment du concert final, il y a des fantômes qui reviennent comme ça. Et puis, l'entreprise littéraire du personnage Otohiko consiste à ramener des morts du royaume des morts. C'est un peu comme, d'ailleurs, la comparaison est suggérée par Mizune, un des personnages les plus importants dans ce roman. C'est un peu le geste d'Orphée. Orphée qui va chercher sa bien-aimée au royaume des morts. C'est un peu comme Orphée, Otohiko, le garçon de 18 ans, dans le chapitre 4, quand il découvre le carnet vert de son grand-père, il a 18 ans. Hein. Et ce lycéen japonais devient par la suite, je ne sais pas si on peut le qualifier d'écrivain, mais en tout cas, il ose écrire en français l'histoire de son grand-père. Et donc, cette entreprise littéraire de parler de son grand-père est perçue par sa demi-cousine, Mizune, comme un geste orphique. Aller chercher au royaume des morts quelqu'un qui n'a pas pu vivre, mais il veut le faire revivre. Voilà, je crois que j'ai été un peu trop long, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Vous dites justement à ce propos, donc Otohiko, dans son livre, cherche à ressusciter et raviver la mémoire assassinée de son grand-père. Mais il dit qu'à travers son grand-père, c'est aussi raviver et ressusciter la mémoire de tous ceux qui sont... Exactement. Tous ceux qui sont morts pendant ce conflit. Au-delà du souvenir de son grand-père, son projet, c'est d'essayer de raviver les souvenirs de ce qu'on appelait au Japon, à l'époque, les criminels de pensée. Quelqu'un qui ne pense pas comme les autres. Et sur la forme du roman, sur la construction du roman, vous en avez un petit peu parlé, il est composé d'éléments disparates. On trouve des carnets intimes, des lettres, un roman dans le roman, aussi des échanges d'emails. Est-ce qu'on peut comparer ce travail de construction au travail justement d'un compositeur qui orchestre savamment chaque partition afin de produire une symphonie, un ensemble cohérent? Oui, quand j'écris, c'est un souci constant. Je ne sais pas si on peut le
composer, voilà, composer un peu. Je ne sais pas quel est véritablement le travail d'un compositeur. Je ne suis pas musicien. Je ne suis vraiment pas musicien. J'aime la musique. Je suis mélomane. Mais donc, je ne sais pas exactement ce qu'est le travail des compositeurs. Mais quand j'écris, j'essaye de... comment dire, j'essaye de faire, de susciter des échos. Voilà. Je pose un élément, et en posant un élément, au début du roman par exemple, je sais qu'il reviendra sous une autre forme. Et je travaille beaucoup de cette façon-là. Je sais quels sont les thèmes que je vais aborder, et ces thèmes, je les pose comme ça, d'abord dans un premier temps, sans trop réfléchir, mais quand ils sont posés, il faut qu'ils réapparaissent plus tard, sous une autre forme, et donc c'est le thème qui revient. Et ça, c'est un phénomène qu'on constate souvent dans un morceau de musique. Et c'est ce sentiment-là qui structure, qui donne le sentiment d'une structure. Et c'est vrai que c'est comme ça que je travaille. Donc, par exemple, le titre « Reine de cœur », c'est quelque chose qui est venu tout à fait à la fin, parce que tout à fait à la fin, j'ai décidé d'insérer une petite séquence pendant laquelle personnage qui est devenu écrivain, le Otohiko, rentre au Japon pour travailler comme interprète. Il accompagne des journalistes français, suisses, qui veulent faire une enquête sur ce qu'on appelle Hibakusha, les victimes des bombes atomiques de Hiroshima. Et j'ai pensé à ça parce que j'ai rencontré réellement des journalistes français, des journalistes France Culture qui étaient venus pour ce genre d'enquête. Et pour moi, c'était une occasion pour que Otohiko retrouve son père, rencontre son père après 2 ans ou 3 ans d'absence. Et à ce moment-là, voilà, cette séquence était nécessaire pour moi pour que l'alto du grand-père soit donné à Otohiko, et c'est-à-dire par l'intermédiaire d'Otohiko à Mizune, qui est l'altiste. Donc il fallait, moi, je voulais ressusciter cet instrument qui appartenait à Jun Mizukami, qui a été délaissé et qui est dans un piètre état, qui est abîmé, on n'a pas pris soin de cet instrument. Et le père de Otohiko, c'est pas à moi de le garder, c'est à Mizune de le garder. Et donc l'instrument est donné à Mizune, et puis Mizune, évidemment, le confie à un luthier, à son luthier, et on découvre le nom de cet instrument. Voilà. Et quand j'ai créé cet épisode, qui m'a plu, et quand j'ai trouvé le nom de cet instrument, ça m'a enchanté. Et en plus, vous savez, il y a un personnage assez sympathique, bon, très, très effacé, mais au début, quand Jun
fait de la musique de chambre avec d'autres élèves du conservatoire. Il y a une japonaise qui s'appelle Kyoko et un russe clarinettiste qui s'appelle Vladimir. Et c'est Vladimir qui lui envoie la partition de Shostakovich. Et dans l'étui de l'alto que le père d'Otohiko lui donne, il y a la partition qui est restée avec sa signature. Tout ça, c'est des effets d'écho d'ordre, pour moi, musical. Voilà. Et Vladimir, clarinettiste, pourquoi il a fallu que ce soit un clarinettiste? Parce que dans la 8e symphonie de Shostakovich, au moment de la transition entre le 4e mouvement et le 5e mouvement, il y a un passage absolument fantastique, joué par des clarinettes. Donc, je savais que je parlerais de ce moment-là au concert final, parce que je me dirigeais vers la description totale de cette symphonie au moment du concert. Je voulais me mettre dans la salle du Théâtre des Champs-Élysées, à côté du personnage d'Otto. Lui, il est dans la salle, et sa demi-cousine, Mizune, est sur la scène, en train de jouer la 8e de Shostakovich. Et moi, je voulais me mettre à côté, ou dans la peau de Otohiko, pour être avec mon lecteur. Et je savais qu'au cours de ce chapitre, c'est le chapitre le plus long de mon livre, je parlerai de ce passage joué par les clarinettes. Et donc j'évoquerai le nom de Vladimir. Donc, poser le nom de Vladimir au début, quand il était étudiant, en faisant de la musique de chambre ensemble, et puis sa réapparition au concert final, et il ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc c'est peut-être un autre fantôme. De cette façon, donc voilà, je travaille de cette façon-là. Donc quand j'ai trouvé l'idée d'écrire un petit épisode autour de l'alto à la fin, c'est-à-dire il va à la rencontre de son père dit « Attends, je pense à une chose, j'en ai pour 2 minutes. » Et il va chercher l'alto, l'instrument de son père, et il dit « C'est pas à moi de le garder. » Donc, et quand j'ai trouvé cet épisode, j'étais vraiment content. J'étais content. Et donc le nom de Reine, le nom de l'instrument, qui a été donné Masakichi Suzuki. Masakichi Suzuki, c'est un luthier qui a existé vraiment. C'est un des premiers luthiers japonais. Et l'alto qui s'appelle Leine, ça c'est mon invention, c'est pas lui. Donc voilà quelqu'un qui essayait de faire de la lutherie, alors que autour de lui c'était la guerre. Et donc je voulais trouver un beau nom pour cet alto. Et voilà, beau son, une belle résonance, des choses comme ça. Et quand voilà, belle résonance. Résonance splendide. Et j'ai trouvé ce mot. C'est pas exactement un mot, mais une composition de 2 idéogrammes qui veut dire résonance magnifique. Voilà. Et quand j'ai lu ces 2 idéogrammes, à la manière
le premier kanji à la manière chinoise, le deuxième kanji, oui, tous les deux à la manière chinoise, Reine. Et quand j'ai orthographié Reine, tiens, c'est reine. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, je suis revenu en arrière. Et au moment de la séparation des deux personnages à Marseille, je me suis débrouillé, tiens. Voilà. Lui, il dit, tu es ma reine. Mais je savais que je retrouverais cette reine plus tard, 200 pages plus tard, mais sous une autre forme. Et voilà. C'est l'aspect musical de mon travail, si j'ose dire. Je ne sais pas si les vrais musiciens travaillent de cette façon-là, les vrais compositeurs. Je n'ai aucune idée, mais c'est venu comme ça. Ouais. Et donc, pour rester un tout petit peu sur la musique, donc dans ce roman, il y a la 8e symphonie de Shostakovich, il y a également le Don Quichotte de Richard Strauss, qui est une œuvre pour violon et alto, solo. Et puis un petit peu aussi la symphonie concertante de Mozart qui revient. Est-ce que justement ces musiques-là, vous les écoutez beaucoup avant d'écrire ou pendant que vous écrivez? Est-ce que vous conseillez aussi au lecteur, parce que vous décrivez précisément les mouvements de la musique, est-ce que vous conseillez au lecteur de les écouter en lisant? En tout cas, ça donne très envie de le faire. Pendant que j'écris, je n'écoute pas. Il faut que je sois dans le silence le plus total. Je ne peux pas faire les deux à la fois. Écouter de la musique, c'est une activité sérieuse. Et écrire aussi, c'est une activité sérieuse. Donc, on ne peut pas faire deux choses sérieuses à la fois. Donc, quand j'écris, je n'écoute pas de musique. Et quand j'écoute de la musique, je n'écris pas non plus. Voilà, c'est bien séparé. Cela dit, j'ai écouté vraiment, je ne sais pas combien de fois, la 8e symphonie de Shostakovich. Et puis, comme c'était une découverte récente, il a fallu que je l'écoute vraiment très très souvent. Pour les autres morceaux, le Don Quichotte de Strauss, la symphonie concertante de Mozart, je les connaissais avant, donc ce n'était pas tellement nécessaire, ce n'est pas central dans ce livre. J'ai choisi ces deux morceaux parce que l'alto joue un rôle, mais vraiment très très important. C'est venu après. Le choix musical essentiel, c'est la 8e symphonie de Shostakovich, parce qu'elle dit la guerre. C'est la guerre qui est, je ne sais pas comment, exprimée, représentée. C'est la guerre qui se passe dans cette musique. On entend des choses. Moi, j'entends... Alors, le livre écrit par Otohiko s'intitule « L'œil écoute, l'oreille voit ». Et c'est un peu mon sentiment quand j'écoute cette symphonie. Quand j'écoute cette symphonie, je vois des scènes horribles. Des tortures, des choses comme ça. Des soldats qui s'entretuent. Et ce qui se passe chez Jun, tout à fait au début, dans le premier chapitre, pendant ces scènes horribles qu'il doit vivre, il entend la musique de Shostakovich, parce qu'il vient de connaître, il vient de recevoir la partition de cette symphonie envoyée par Vladimir. Et comme il connaît, en tant que musicien, il suffit de lire la partition pour qu'il entende. Donc, quand il a... Voilà, c'est comme ça que j'ai construit. Quand il est obligé de vivre cette scène atroce, il entend cette musique. Il entend cette musique. Et c'est ça un peu qui s'est passé chez moi, avec tout ce mélange, le souvenir de mon père, le souvenir de la condition de l'homme,
le souvenir de lecture du roman de Murakami, tout ça, tout cela c'était lié à la guerre de 15 ans, douloureusement vécue par mon père. Donc immédiatement j'ai entendu, c'était la guerre qui était dans cette musique. Donc je savais, quand j'ai commencé à écrire ce livre, je me dirigeais vers le concert final où cette symphonie serait interprétée intégralement. Et je voulais redécouvrir cette symphonie à la place de Otto, en même temps qu'Otto et en même temps que mon lecteur. Et donc les autres morceaux, je ne dirais pas qu'ils sont importants, puisque il y a l'alto qui joue ces musiques. Don Quichotte de Strauss, c'est la symphonie concertante, et puis il y a d'autres petits morceaux qui sont évoqués comme ça, de façon allusive. Mais j'ai voulu que ces musiques relativement connues soient nommées pour suggérer June et Anna sont amoureux, et Anna qui découvre, nécessairement elle découvre à travers la pratique musicale de son ami, elle découvre ces morceaux, les morceaux joués par son ami. D'ailleurs, il y a une scène tout à fait au début, il y a un vieux monsieur qui a un malaise, et puis John l'accompagne, etc. Et il se trouve que c'est un pur hasard dans le roman. C'était un altiste, ce vieux monsieur, et ils étaient très très contents de parler, de discuter ensemble. Et à la fin de cette scène, Anna lui pose la question suivante. Quel est le morceau que vous travaillez en ce moment, parce que c'est un sujet qui a été abordé par John et Monsieur Jean. Et alors, évidemment, Anna veut connaître le nom du morceau sur lequel John travaille, parce que c'est une œuvre absolument magnifique. Il dit, c'est la symphonie concertante de Mozart. Il lui demande si elle l'a déjà entendue. Elle dit non. Et il dit à ce moment-là, s'il m'arrive de jouer cette œuvre magnifique, vous serez ma première invitée. Donc, voilà, il y a une sorte de découverte de la musique par Anna, et c'est ce qui est écrit dans son journal. Je ne reproduis pas intégralement son journal, mais on le sent quand on est à côté de Mizune, qui découvre le journal de sa grand-mère. On sent qu'il y a une progression musicale chez Anna, parce qu'elle découvre tous les morceaux joués par son ami. Et donc il y a plusieurs morceaux de musique qui sont évoqués, mais évidemment le morceau central, c'est la 8e symphonie. Tout tourne autour de cette symphonie. Mais les autres morceaux qui sont liés à l'alto sont là pour justifier en quelque sorte le récit. Oui. Et alors, pour quitter un petit peu le domaine de la musique, votre livre, notamment dans son premier mouvement, et puis ensuite dans le journal de la vie de soldat de Jun Mizukami, évoque assez largement le contexte
politique et militaire de l'époque au Japon. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette histoire qu'on connaît peut-être assez mal en France? Vous avez parlé de la guerre de 15 ans, et puis aussi du lien qui unit chaque citoyen ou sujet plutôt japonais, nippon, à la personne de l'empereur. Et ce qui est encore plus frappant pour les militaires, une sorte de soumission absolue. L'empereur parle de l'honorable suicide des 100 millions de sujets. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce contexte politique? Alors, la période, surtout entre 1930 et 1945, c'est cette période-là qu'on appelle la guerre de 15 ans. Et c'était une période complètement dominée par un État fanatisé, belliciste, et toutes les libertés publiques ont été bafouées, aucune liberté, et parce que, vous savez, pendant cette période-là, ce qui est terrible pendant cette période, c'est que le pouvoir politique détenu par le gouvernement militaire et qui est complètement soumis à l'empereur, tout doit se faire au nom de l'empereur. Donc l'empereur, c'est celui qui détient le pouvoir politique. Alors le pouvoir politique, le pouvoir d'État en quelque sorte. Alors qu'est-ce que l'État? Les historiens parlent du monopole de violence légitime. Hein? Donc c'est les forces réelles. Quand on fait quelque chose de pas bien, on est emprisonné par des forces politiques réelles. Alors, ça c'est une chose, le pouvoir politique. Deuxième élément, c'est que le chef du pouvoir politique, c'est celui qui impose les valeurs morales, donc qui concernent ce qui se passe à l'intérieur de la conscience de chacun. Les valeurs morales sont imposées par l'État. Quand ces deux choses sont séparées, c'est-à-dire d'un côté il y a le pouvoir politique, de l'autre il y a, par exemple, dans le monde occidental, pendant très longtemps, c'est l'Église qui était, qui assurait la liberté de ce domaine-là, l'intériorité de chacun. Le malheur du Japon pendant cette période, surtout, c'est que les deux domaines, les valeurs morales et puis la politique, étaient détenus par l'empereur seul. Donc, on ne pouvait pas échapper à cela. Comment dire, toute la vie de l'individu, c'est-à-dire la vie quotidienne de chacun, était vouée à la glorification de l'empereur. Chaque geste de la vie quotidienne devait être célébré pour la gloire de l'empereur. C'était un peu ça. Donc, c'est pas du tout exagéré ce que je décris. Et d'ailleurs, vous le retrouverez dans la Constitution de l'homme et dans la version cinématographique et dans la version romanesque. Je n'ajoute pratiquement rien du tout. Et ce sont des observations qui ont été faites par des penseurs japonais de l'après-guerre extrêmement importants. C'était un peu le point de départ du Japon d'aujourd'hui. Pourquoi on en est arrivé là? C'était la question que beaucoup d'intellectuels de l'après-guerre se sont posés.
Et donc, oui, quand je décris la vie de Jun Mizukami, il n'a pas d'autre choix. S'il refuse, c'est la mort. Et il y a un ordre qui vient d'un sous-officier, c'est un militaire, comment dire, qui n'est pas, comment dire, c'est un sous-officier, hein, le sous-officier Hachibe. Ce n'est pas au sommet de l'armée qu'il se trouve, mais son ordre doit être considéré comme un ordre venant de l'empereur. C'est ce qui est écrit dans le texte qui a été publié, pas au nom de l'empereur. Et donc, il ne pouvait rien faire. C'était... voilà. Alors, c'était une épreuve. Et chaque individu de cette époque-là a été mis à l'épreuve, à mon avis, à des degrés extrêmement variables. Je ne pense pas que mon père ait été obligé de commettre des actes horribles comme celui de Jun Mizukami, mais il a respiré cet air absolument étouffant. Et c'est pour ça que c'était un peu, comment dire, une manière de rendre hommage à mon père qui a supporté cette guerre, qui a, au prix de la torture qu'il a subie. Et il a, contrairement au père de Murakami, manifestement, son papa s'est tu. Il n'a pas parlé de son expérience en Chine. Contrairement à son père, le mien, il nous a élevés dans la haine de cette guerre. Il a essayé de nous transmettre ce qu'il avait vécu. Voilà. Je crois que c'est ça. Pourquoi je parle un peu obsessionnellement de cette période-là? Dans Un brisé, c'était le point de départ. Dans Reine de cœur, c'est le même point de départ. Et dans le prochain que je vais écrire, ce sera pareil, sans doute. Je vis obsessionnellement cette guerre que je n'ai pas connue. Et ça, c'est une transmission paternelle. Je vis cette guerre par une sorte de procuration paternelle. Je suis obsédé par cette guerre, alors que je ne l'ai pas du tout connue. Je suis né en 1951, la guerre était finie en 1945. Et justement, peut-être donc vous n'avez pas connu cette guerre à l'inverse de Jun Mizukami, par exemple, votre personnage. Mais donc le personnage, le petit-fils de Jun, Otohiko, ne l'a pas connu non plus. En revanche, ils ont un point commun, et qui est commun à votre expérience aussi, c'est la découverte, l'apprentissage du français. Est-ce que justement ces deux personnages-là sont inspirés un peu de votre expérience? On leur dit à chacun qu'ils parlent très bien le français, alors que par exemple Otohiko l'a appris à l'université tardivement. Voilà, oui, c'est un peu moi, Otohiko, là, à ce moment-là. Oui. Oui. Il est romancier, en tout cas, il a écrit un livre qui a été publié. Oui. Alors, j'attire votre attention sur le fait que le 4e chapitre, le 4e mouvement plutôt, parce que ce n'est pas un chapitre, le 4e mouvement qui s'intitule « Le prince des sons ». Le prince des sons, c'est le nom de Otohiko. Alors, c'est le seul passage à la première personne. C'est Otohiko qui lit, qui découvre le journal de sa grand-mère, Ayako,
dans lequel Ayako parle d'un soldat qui a été rapatrié, qui est devenu un peu... qui a des délires, des moments de délire terribles, avec surtout le nombre 65. Il répète 65. Et donc, il y a à la fois dans ce chapitre qui s'appelle Le Prince des Sons, le journal laissé par sa grand-mère, Ayako, et c'est le jour où Ayako est morte. Ayako est morte, donc c'est l'incinération qui est pratiquée. Au Japon, c'est systématique, l'incinération. Donc, pendant l'incinération de sa grand-mère, il découvre, grâce à son père, à la fois le journal de sa grand-mère, dans lequel elle parle de la manière dont elle a rencontré son mari, c'est-à-dire Jun Mizukami. Et puis, Otohiko découvre en même temps le journal laissé par son grand-père, Jun, le carnet vert. Et donc, le lecteur lit ces deux journaux en même temps que le lecteur. Et à l'intérieur de chaque journal, c'est un écrit à la première personne, puisque c'est à la fois, c'est dans le journal d'Ayako, c'est Ayako qui parle. Voilà, il s'est passé des choses comme ça, j'ai essayé de lui dire ceci, cela, etc. Donc c'est à la première personne. Le journal de Jun Mizukami, le carnet vert, aussi, c'est à la première personne, puisque c'est lui qui parle de sa vie de soldat dans ce carnet. Mais à un moment donné, dans le journal de Jun, il y a des pages entières qui sont écrites dans une langue qu'il ne comprend pas. Voilà. Parce que Jun, du fait qu'il a vécu pendant quelques années en France, et puis son apprentissage du français a commencé bientôt, il dit à Anna, tout à fait au début du roman, qu'il essaye d'apprendre cette langue depuis l'âge de 6 ans, quelque chose comme ça. Donc il pratique cette langue depuis très très longtemps, mais il n'a jamais vécu en France, donc Oula. Alors, Otohiko, mais dans le carnet vert laissé par le grand-père, Otohiko découvre des pages entières écrites dans une langue qu'il ne comprend pas. Il sait que ce n'est pas de l'anglais, parce qu'il étudie l'anglais au collège et au lycée, et il se doute que c'est du français, parce que il sait que son grand-père a vécu en France. Et par rapport à ce qui précède ces pages dans une langue inconnue, c'est tellement violent ce qui est écrit en japonais, évidemment, il a envie de connaître ce qui est écrit. Et donc, voilà, je me suis débrouillé pour motiver le désir d'apprendre le français chez ce garçon, un lycéen de 18 ans, mais il fallait que ce soit très très fort comme motivation. Et voilà, c'est une astuce que j'ai trouvée. Et donc, il décide d'apprendre le français et il vient en France, il le perfectionne et puis il a envie d'écrire sur son grand-père. Voilà. Donc c'est un peu moi, oui, sans doute. C'est un peu moi parce que
Alors, peut-être le rôle joué par son grand-père, en ce qui me concerne, c'est mon père qui a joué ce rôle. Voilà. Il n'a pas laissé de journal écrit en français, c'est pas du tout ça, mais comment dire, le désir profond d'apprendre une langue étrangère, en l'occurrence le français. Je crois que c'est mon père qui a semé ce désir chez moi. C'est trop long à raconter. Si vous voulez connaître cette histoire, lisez mon premier livre qui s'intitule Une langue venue d'ailleurs. Dans ce livre, je qualifie le français de langue paternelle. Parce que c'est mon père, il ne parlait pas un mot de français, mais le désir a été suscité par lui. Ouais. Il y a quelques épisodes extrêmement parlants, je crois, là-dessus. Alors, le temps passe vite, j'ai d'autres questions, mais peut-être parmi vous, parmi ceux qui ont lu le livre déjà, ou ceux qui ne l'ont pas lu, mais qui voudraient rebondir sur ce qui a été dit, peut-être quelqu'un a une question, n'hésitez pas. La première est toujours difficile, mais... Dans le livre, pourquoi vous lui faites répéter 65 ? Parce que la symphonie de Shostakovich, c'est l'opus 65. Ah. Et les musiciens parlent souvent comme ça. D'ailleurs, Mizune, après le concert, elle va retrouver le chef d'orchestre pour le remercier. Et la conversation entre eux, ils parlent d'opus 65. J'ai beaucoup appris en travaillant, je ne sais pas, sur l'opus 65. 65, c'est une obsession chez June. Ça vient de l'opus 65 de Shostakovich, qui est la 8e symphonie de Shostakovich. Et donc vous n'avez pas choisi l'alto pour l'alto, mais l'alto parce que c'était l'instrument que vous avez entendu le plus dans la symphonie de Shostakovich. Exactement. Ouais. Je suis un peu déçue, mais bon. Pourquoi Parce que j'aime beaucoup l'alto, mais voilà. Oui, mais moi aussi j'aime beaucoup l'alto, mais c'est surtout dans cette symphonie, j'ai été frappé par le rôle des altos, surtout au début du 3e mouvement. Oh, quel choc! Quel choc! Mais j'espère pouvoir donner envie de découvrir cette symphonie après la lecture. Et surtout, j'aimerais qu'il y ait un autre moment dont la découverte inattendue m'a plu, c'est que, vous savez, après le concert final, c'est quand même un moment tellement, tellement bouleversant pour les deux personnages, Otohiko et Mizune. Ils sont liés par le souvenir de leur grand-père. Leur grand-père qui entendait cette musique pendant la guerre et pendant sa convalescence aussi, tout le temps, c'était devenu obsessionnel chez lui. Et donc, après ce concert final, il se retrouve à Paris, au Rostand, parce que c'était devenu une habitude hebdomadaire. Hein. Il se voit chaque semaine, une fois par semaine. Et donc, le concert a été donné un vendredi soir. Donc, le lendemain, ils se retrouvent au café. Et ils sont encore, ils vivent ce moment intense du concert. Et voilà, il se passe quelque chose chez les deux. Et Otohiko envie de dire à Mizune, la naissance, c'est la solitude.
La mort aussi, c'est une autre solitude. Mais entre ces deux solitudes, il y a un espace qu'on pourrait peut-être partager. C'était une manière de déclarer son amour, d'une certaine façon. Et j'arrête le récit brutalement comme ça. Et après, Mizune répond à cette déclaration, mais avec des moyens propres à la musique. C'est le petit morceau d'Elgar qui s'appelle Salut d'amour. Et j'espère que vous allez entendre, en lisant ce passage, alors, je me suis dit, bon, ça a été préparé parce qu'à la fin du concert final, Andris Lensons, le chef d'orchestre, propose un moment de détente. Il dit, c'est une symphonie extrêmement dure, c'est une épreuve quasiment, et donc voilà. C'est vrai qu'il y a des morceaux de musique qui fatiguent, comme cette symphonie. C'est pas, comment dire, c'est pas en faisant la cuisine qu'on peut écouter cette musique. C'est pas possible. Et donc Andris Lensons propose un moment de détente. Voilà. Merci d'avoir écouté, d'avoir supporté presque cette musique torturée et torturante. Je vous propose donc un petit moment de détente qui est ce petit morceau d'Elgar. Elgar a composé ce petit morceau qui s'intitule Salut d'amour au moment de son mariage, et il a offert cette musique à sa femme, paraît-il. Et donc je me suis dit, voilà, c'est une manière de répondre de la part de Mizune, jouer sur l'instrument qu'elle vient de recevoir de son grand-père, Reine, et jouer ce morceau, c'est suffisamment éloquent comme réponse. Et en plus, elle dit Reine, donc le nom de l'alto, est vraiment ma reine de cœur. J'étais très content quand j'ai écrit ça. Reine est vraiment ma reine de cœur. Et c'est donc le titre, c'est devenu voilà, le titre. C'est devenu le titre du roman. Et, oui, allez-y. Il y a un personnage dont on ne parle pas beaucoup. Fernand. Voilà. C'est un personnage clé. Qui a transmis Oui. La passion C'est ça. à Mizune. Oui. Voilà. Oui. C'est un personnage qui lit. Il a transmis le goût de la musique à Mizune, et puis sa préférence pour l'alto. L'alto, c'est un peu, ça vient de Fernand. Et puis, après le départ de Jun, il a fait du japonais frénétiquement, et l'attribution du prénom de Mizune vient de Fernand. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à oublier Fernand, mais c'est un personnage extrêmement important qui lie les deux, Otohiko et Jun. Oui. Et puis Mizune, c'est ça. Il est un peu au centre de... Un peu tous les personnages de mon livre se rencontrent chez lui ou à travers lui. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question ? J'avais peut-être une dernière question pour clore sur l'usage du français par Jun. Vous dites à un moment que justement l'usage du français lui permet de s'échapper de sa vie de soldat. Et en même temps, c'est un usage qui le conforte dans sa folie intérieure. Il se voit à distance, il se voit lui-même à distance dans l'autre langue. Et finalement, ça le rend complètement fou. C'est une comment dire, je parle d'instrument d'analyse, je crois. C'est en se réfugiant dans une autre langue, on s'observe différemment. Oui. Et
Et pratiquer une langue étrangère, c'est d'une certaine manière fuir son pays. Ouais. C'est parce qu'on a envie de s'éloigner de ce qui est natal, de ce qui est naturel, qu'on va vers une langue qu'on ne connaît pas. Et on a très fortement envie de l'apprendre. Je crois que ce mécanisme existe chez une autre personne qui écrit, qui est japonaise, mais qui écrit en français. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Aki Shimazaki. Elle est assez connue. Très connue. Oui, alors c'est une japonaise qui a quitté le Japon, qui est allée au Canada, qui s'est installée au Canada. Et donc, moi j'ai commencé à étudier le français à l'âge de 18 ans, mais elle, je crois qu'elle a commencé, quand elle a commencé, elle avait plus de 40 ans, je crois. Oui, oui. Mais elle vit constamment au Canada. Elle a même abandonné sa nationalité japonaise. Elle est devenue canadienne. Et elle dit, quelque part dans une interview, qu'elle ne supportait pas, au moment où elle a quitté le Japon, elle ne supportait pas par rapport à la condition féminine, le système politico-culturel, social, tout ça. Et c'était absolument une nécessité pour elle. Et elle s'est installée au Canada, elle a appris le français, et puis un jour, le désir d'écrire est venu chez elle, et le désir d'écrire en français. Mais tous les personnages sont japonais, toutes les histoires qu'elle raconte se déroulent au Japon. Voilà, tout ce qu'elle n'a pas pu dire en japonais, voilà, elle dit en français. Bon, c'est très très différent ce que j'écris par rapport à ce qu'elle écrit. Mais il y a quelque chose chez elle qui me parle. Voilà, c'est pourquoi elle s'est réfugiée dans une autre langue. Elle n'a pas écrit un seul livre en japonais. Et tout ce qu'elle écrit, c'est en français. Bon, moi j'écris en japonais aussi. Donc c'est un peu différent, mais je comprends très bien ce qui a motivé son départ, comment dire, la manière dont elle s'est réfugiée dans la langue française. Et c'est pour ça que je fais dire à Otohiko, en parlant de lui, et puis en parlant d'un grand professeur de japonais de littérature française, je ne le nomme pas, mais il s'appelle Watanabe Kazuo. C'est comment dire, un grand traducteur de Rabelais et de Montaigne. Pendant la guerre de 15 ans, aucune liberté d'expression. Je vous ai dit, c'est vraiment, je n'exagère pas quand je dis toutes les libertés ont été bafouées, aucune liberté d'expression. Donc, il s'est réfugié dans la langue française. Et pendant toute cette période-là, il écrivait en français, il tenait son journal en français. Et quand la guerre s'est achevée, donc ça a été traduit d'ailleurs en japonais. Et
je crois que c'est pas exactement... La guerre s'est terminée le 15 août, mais je crois que c'est le journal, ce qu'il écrit le 17 août, quelque chose comme ça. Quelle joie de parler, quelle joie d'utiliser ma langue maternelle pour dire ce que j'ai envie de dire. Il y a une notation comme ça, c'est pas textuel, mais jusque-là, à partir d'un certain moment, c'est entièrement en français. C'est ce journal qui m'a donné l'idée du journal de June. Parce qu'il ne pouvait pas écrire tout ce qu'il voulait écrire. Il avait peur d'être lu si son carnet est découvert. Donc c'est à la fois la peur d'être lu, mais en même temps la possibilité de pouvoir dire autre chose qu'en japonais. Donc ces deux motivations m'ont conduit à concevoir ces pages écrites en français que les lecteurs français ne lisent pas, paradoxalement. Parce que tout ce qui est écrit en français, tout ce que vous lisez en français, c'est écrit en japonais dans mon roman. Mais tout ce qui est écrit en français, c'est gommé, donc vous ne lisez pas. Monsieur, il me semble que dans l'éloge de l'errance, vous faites allusion à ces moments impossibles lors d'un lever de drapeau. Ah oui, c'est ce qui se pratique dans les écoles japonaises. Oui. C'est l'expérience de ma fille et c'est mon expérience aussi. Et c'est devenu de plus en plus oppressant pour les... Le Japon étant des rares pays, je ne sais pas s'il y a d'autres pays, le drapeau national, l'équivalent du tricolore, et l'hymne national ne font pas l'unanimité. Ça divise la population. Il y a d'un côté les gens qui acceptent ça très bien, et il y a d'un autre côté, il y a des gens... Mon père n'acceptait pas à cause de la guerre. Parce que la guerre a été menée avec ce drapeau. La guerre a été menée en chantant l'hymne national actuel. Voilà. Il n'y a pas de consensus dans ce pays. Je ne sais pas s'il y a d'autres pays comme ça. Alors, dans les écoles... Au moment de toutes les cérémonies, le Japon, c'est un pays où il y a énormément de cérémonies. La cérémonie d'entrée, la cérémonie de diplomation, la cérémonie de sortie, la cérémonie de rentrée. À chaque moment important, il y a une cérémonie. Et pendant cette cérémonie, on hisse le drapeau national. Et on chante l'hymne national. Et depuis, je ne me souviens pas exactement de quelle année, il y a une loi qui est passée. Et cette loi n'oblige pas les enseignants et les élèves à chanter l'hymne national, mais au moment du vote de la loi, ça a été dit par le ministre chargé de ce projet de loi. Mais la manière dont cette loi est appliquée est beaucoup plus sévère, c'est-à-dire les enseignants qui ne se lèvent pas pour admirer le drapeau, et les enseignants qui ne chantent pas, qui refusent de chanter l'hymne national, ils sont sévèrement sanctionnés. C'est-à-dire, je ne sais pas, une diminution de leur salaire ou des choses comme ça. Et il y a beaucoup de procès, parce qu'il y a des enseignants qui n'acceptent pas, qui, au nom de la liberté de conscience, ils contestent la décision des autorités, et il y a partout au Japon, il y a des procès sur ce sujet. Et vous faites allusion à
cet épisode que j'ai signalé, que j'ai écrit dans un petit livre qui s'intitule « Petit éloge de l'errance ». Parce que c'est un moment que ma fille a vécu. Il y a des enseignants qui passent dans les rangs des élèves en disant, pour observer si les élèves chantent réellement le mouvement de la bouche. Bon, je pense qu'on pourrait continuer très longtemps cette conversation, mais malheureusement, il est l'heure de se séparer. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre intervention. Mais je tiens à insister sur le fait que c'est une grande histoire d'amour. La guerre est là, mais il y a quelque chose qui résiste à la guerre. Il y a quelque chose qui transcende la guerre. Et cette possibilité-là est donnée à l'humanité, à nous. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 17 mai 2022, réalisée et mise en onde par Radio Radio. Le livre d'Akira Mizubayashi, Reine de cœur, est édité chez Gallimard. Dans cette même maison d'édition, Akira Mizubayashi a fait paraître en 2011 Une langue venue d'ailleurs, en 2013 Mélodie, chronique d'une passion, ou encore en 2019 Âme brisée.